Au sommaire de cette édition, le chaos à l'hôpital Nasser de Khan Younes à cause de raids israéliens et des pénuries de médicaments, de matériel, de bras notamment. Cet établissement de la bande de Gaza ne peut quasiment pas fonctionner. Constat de l'OMS qui a pu se rendre sur place. Le Panthéon pour les époux Manouchian, ce couple d'Arméniens, figure de la résistance à l'occupation. Un hommage est organisé cet après-midi pour saluer une histoire de courage face aux nazis. Et puis Horn venait la nuit, une double histoire au cœur de l'Europe centrale en forme d'enquête et de recherche de ses origines. Nous en parlons en plateau en fin d'édition avec son autrice Lola Gruber. Bonjour et à tout à l'heure. Et bonjour à tous depuis Paris. Comme en octobre et en décembre dernier, les États-Unis ont opposé leur veto à l'ONU à propos du Proche-Orient. Cette fois, cela concernait un projet de résolution porté par l'Algérie exigeant un cessez-le-feu immédiat. Ce veto états-unien neutralise les 13 autres voix favorables au projet. Washington justifie sa position en expliquant qu'un cessez-le-feu mettait en péril les négociations concernant les otages israéliens. Près d'1,5 million de personnes, selon l'ONU, sont massées dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Elles fuient les raids israéliens. L'inquiétude concerne aussi l'hôpital Nasser de Khan Younes. Selon les ONG comme MSF, Médecins sans frontières, la situation sur place est critique. Florent Krebseg, Clémentine Gardet. Une mission de l'Organisation mondiale de la santé a réussi à entrer dans le service des urgences de l'hôpital Nasser. Les lumières sont éteintes, comme tous les appareils médicaux. Un briefing débute pour définir qui doit être transféré. Quel patient va quitter cet établissement? Il faut agir vite. Les choix sont faits via les communications radio entre l'hôpital et le centre opérationnel de l'OMS. Pouvons-nous avoir un décompte pour savoir combien de places il nous reste? Vous avez toujours un patient en fauteuil roulant. Un patient sur un brancard peut être transporté directement dans l'ambulance. Ces dernières heures, 32 personnes dans un état critique ont pu sortir. Selon un décompte datant d'hier, il resterait dans ces services 130 malades et blessés pour juste 15 médecins et infirmiers. Cet endroit permettait de reconstruire les membres des patients qui auraient autrement été amputés. Aujourd'hui, ce centre n'est plus opérationnel. Dans cette chambre, ce patient, dans l'unité de soins intensifs, va devoir être évacué avec une pompe d'aspiration manuelle. Nous avons été choqués par ce que nous avons vu dans le complexe médical Nasser. Il y avait des déchets partout. L'électricité ne fonctionnait pas. Elle ne fonctionne toujours pas. Certaines parties de l'hôpital sont endommagées, voire gravement endommagées. La pharmacie centrale qui faisait partie du complexe médical Nasser et qui fournit des médicaments et des fournitures médicales à tout le sud de la bande de Gaza a été détruite. L'armée israélienne affirme que ses soldats sont rentrés jeudi dans cet hôpital sur la base de renseignements selon lesquels des personnes y seraient retenues en otage. Et elle dément que les pannes d'électricité consécutives à cette intervention sont à l'origine de décès de patients. Après avoir reçu 2 refus, les équipes de l'OMS ont pu venir dimanche et ce lundi pour effectuer, tant bien que mal, ces opérations de transfert. Et ajoutons que les forces israéliennes affirment avoir tué 3 combattants palestiniens présumés, et cela à la suite d'un raid nocturne effectué ces dernières heures dans le secteur de Jenin, en Cisjordanie occupée. L'appel poignant d'une mère, celle d'Alexei Navalny, l'opposant russe mort vendredi dernier dans des conditions troubles dans une prison de Sibérie. Une autopsie serait en cours et la famille n'a toujours pas eu accès à la dépouille. Une situation insupportable pour la mère du dissident. Écoutez. J'en appelle à vous, Vladimir Poutine. La solution à ce problème ne dépend que de vous. Laissez-moi enfin voir mon fils. Je demande à ce que le corps d'Alexei soit rendu sans délai, afin que je puisse l'enterrer de façon humaine. Et un autre opposant, Ilya Yashin, lui aussi emprisonné, a réagi en décalage. Ce n'est pas simple d'être rapidement informé dans sa prison de Safonovo, dans l'ouest de la Russie. Il a publié un long texte sur le réseau social X. Florent Krebseg, Clémentine Gardet.
Il y a un an, en direct depuis sa cellule, Ilya Yashin apprenait par les juges de la cour d'appel sa condamnation. 8 ans et demi de prison pour avoir dénoncé l'offensive russe en Ukraine et le meurtre de civils dans la ville de Boutcha, près de Kiev, en avril 2022. Des procès, des emprisonnements qui n'ont pas fait taire l'un des politiciens les plus en vue face au Kremlin. Il a appris le décès d'Alexei Navalny depuis sa cellule. Malgré l'enfermement, Ilya Yashin a réussi à faire passer un message, une lettre, relayée par ses proches sur les réseaux sociaux. Il désigne Vladimir Poutine comme l'auteur du meurtre de Navalny. Il ne l'a pas simplement tué, il l'a tué de façon démonstrative, spécialement avant l'élection présidentielle, pour que personne ne doute de l'implication de Poutine. Cette pensée n'est pas celle d'un homme d'État, c'est celle d'un chef de gang. Tant que mon cœur battra dans ma poitrine, je lutterai contre la tyrannie. Tant que je vivrai, je n'aurai pas peur du mal. Et tant que je respirerai, je serai avec mon peuple. Je le jure. Ilya Yashin, en novembre dernier, a été transféré à Safonovo, à 300 km de Moscou, dans un centre pénitentiaire de haute sécurité. Le 24 février marquera dans 3 jours l'anniversaire de l'invasion russe en Ukraine et le début d'une 3e année de guerre. Le bilan humain en 2 ans est approximatif mais suffisamment lourd pour décourager de nombreux jeunes Ukrainiens qui, vous allez le voir, rusent parce qu'ils ne veulent pas être mobilisés. Reportage RTBF sur place à Odessa, Quentin Warlop, Gary Rentier, Julien Bader, Nadia Pavlova. Ils ont plus de 27 ans et sont tous potentiellement mobilisables au sein de l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, les campagnes de recrutement ne fonctionnent plus. Recruter de force, c'est la mission de ces hommes en habit militaire qu'il vaut mieux éviter pour ne pas se retrouver au front. Prudent, Vladimir, 31 ans, n'est jamais très loin de sa mobilette. Je préfère prendre ma moto, quel que soit le temps, plutôt que d'utiliser les transports publics. Si je prends le bus, c'est le risque pour moi de me retrouver face à des recruteurs. Ici, dans ce marché, il se sait pourtant en partie protégé. Le marché reste sous le contrôle de certains fonctionnaires. En clair, ils payent pour que les recruteurs ne passent pas ici. Vous avez payé un pot de vin ? Oui. Autre marché, et même crainte. Très peu acceptent de parler. Parler, c'est s'exposer et attirer l'attention de recruteurs. Beaucoup de jeunes Ukrainiens mobilisables font tout pour éviter de croiser la route de certains recruteurs, comme dans ce marché couvert d'Odessa. Ils utilisent notamment Telegram et les conversations pour s'échanger la position des recruteurs en temps réel. Maxime aussi est sur ses gardes, d'autant qu'il a été recruté de force il y a quelques semaines. 10 personnes m'ont encerclé. Ils m'ont demandé mes papiers. Je leur ai dit que j'avais un problème de santé. Ils m'ont dit, soit tu montes seul, soit on te fait monter de force. Accusé d'avoir renoncé à aller se battre, il est libéré, mais reste inculpé. Dans quelques mois, il devra prouver son problème de santé au tribunal pour éviter la mobilisation. Les recruteurs peuvent être partout. Ils changent de position tout le temps. J'essaie d'être prudent, mais il y a toujours un risque. Des risques, Roman en prend aussi en acceptant de nous parler. Oui, j'ai peur d'être mobilisé, oui. La nouvelle loi en discussion au Parlement prévoit de bloquer les comptes bancaires de ceux qui refusent d'aller au front. Nos droits fondamentaux seront réduits si la loi passe. Dans ce cas, c'est clair, on va tous devenir de la chair à canon. Je voudrais vivre dans un pays arabe. Je voudrais être libre et faire ce que j'aime. L'Ukraine face au défi de la mobilisation, il manquerait aujourd'hui près de 500 000 hommes sur le front. Je veux chanter pour eux. Мы в этом городе мирном и солнечном жаждем любви. Ces images en provenance de Patiala, en Inde, la police en train de tirer des gaz lacrymogènes sur les agriculteurs. Ils ont repris leur mouvement de protestation et leur marche vers la capitale New Delhi. Ils veulent toujours trouver un accord avec le gouvernement sur leur demande d'augmentation des prix des récoltes.
En France cet après-midi, Missak Manouchian, son épouse Mélinée feront leur entrée au Panthéon. Ce couple d'étrangers est une figure de la résistance pendant l'occupation. Il a monté un réseau de combattants immigrés contre les nazis. Anne-Guéry Maturimi. Dans le Paris occupé par les Allemands, une poignée d'hommes choisit la lutte armée, les résistants communistes, et parmi eux, une section composée d'immigrés. En 1944, la propagande nazie, dans un film xénophobe et antisémite, leur impute cette série d'attentats. Près de Chalon-sur-Saône, un attentat fait 18 morts, 32 blessés graves. À Bourg-en-Bresse, les boutiques sont saccagées le jour des obsèques du général de Benay. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges. À la tête de ce réseau de résistants étrangers, l'Arménien Missak Manouchian, qui se bat pour cette France dont il a tant rêvé. Manouchian, c'est un enfant rescapé du génocide arménien de 1915. Il voit son père être fusillé par les soldats ottomans et sa mère mourir de faim. Dans un orphelinat au Liban, il dévore Victor Hugo, se passionne pour la France des droits de l'homme, où il émigre à l'âge de 20 ans. Tour à tour ouvrier à l'usine, poète dans des cercles littéraires arméniens, puis militant du Parti communiste. Le parti qui, en 1942, l'intègre dans ses groupes armés, les francs-tireurs et partisans, section MOI, main-d'œuvre immigrée. Il participe à des premières opérations, d'abord en surveillance, puis le 17 mars 1943, il opère sa première grande opération armée contre l'attaque d'un détachement allemand. Et il devient surtout le chef militaire, donc celui qui est à la tête du triangle des FTP-MOI. En 6 mois, Manouchian et ses hommes font une centaine d'attentats. Et le plus retentissant, l'assassinat de cet officier SS, responsable du service du travail obligatoire. Mais le 23 novembre 1943, ces résistants sont arrêtés. Il y a les plus jeunes, Thomas Helek, Wolf Wachbrot, ils ont 18 ans. 20 ans pour Maurice Fingerweg. Joseph Boxhoff et Manouchian sont les plus âgés, 37 ans seulement. Et c'est la police française qui a fait la basse besogne à la solde des Allemands. Ces hommes et ces femmes ont été repérés, filés, pendant des mois, ramassés, arrêtés régulièrement, entre janvier 1943 et novembre 1943. C'est alors tout le réseau de Manouchian qui tombe. Jugés dans un procès à grand spectacle orchestré par les nazis, ils sont tous condamnés à mort. Le 21 février 1944, ceux du groupe Manouchian sont fusillés au Mont-Valérien. Juste avant d'être exécuté, Missak écrit une dernière lettre à Mélinée, arménienne et orpheline comme lui, celle qu'il a toujours aimée. Ma chère Mélinée, ma petite orpheline, j'aurais bien voulu un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Je te prie donc de te marier après la guerre sans faute et avoir un enfant pour mon honneur et pour accomplir ma dernière volonté. Mélinée n'en a rien fait. Elle est restée à tout jamais la veuve de Missak Manouchian. On s'intéresse aujourd'hui à ce livre. Horn venait la nuit. Une double histoire, puisque sans dévoiler toute la trame, il y a des destins croisés. Il y a une femme, Ilse, née dans la Tchécoslovaquie du milieu du XXe siècle, et un jeune homme contemporain prénommé Simon. Et pour en parler, nous recevons l'autrice de ce livre. Bonjour Lola Gruber. Bonjour. Le roman est épais, c'est plus de 600 pages, parce que c'est aussi un travail d'enquête. Vous avez beaucoup travaillé en amont avant de raconter cette histoire. Qu'est-ce que vous recherchiez? Des témoignages, une atmosphère, une adéquation avec l'Europe centrale? Déjà, il y avait ma propre histoire familiale pour ce que j'en connaissais, c'est-à-dire des choses assez imprécises. Et ça travaillait depuis beaucoup plus longtemps, parce que ce récit d'une mémoire juive dispersée et un peu lacunaire m'a été transmis à moi de façon assez romancée déjà.
Donc il y avait ce lien qui avait été rompu, et puis ensuite une attirance peut-être liée pour ces pays, ces petits pays que sont la Tchécoslovaquie, aujourd'hui la Tchéquie et la Slovaquie et la Hongrie. Et là, il a fallu y aller pour voir un peu à quoi ça ressemblait dans le vif du sujet, mais dans des pays où la mémoire est encore soit très vivante, soit complètement dissimulée. Vous connaissiez avant d'y être allé La Hongrie, oui. La Hongrie, oui, c'est une longue fascination pour la Hongrie, un peu inexplicable, c'est pas forcément l'endroit le plus sympathique et bienveillant du monde. Ça s'explique pas. Ça s'explique pas. Ouais. Il y a un mélange de brutalité et de délicatesse qui est très étonnant, je trouve, avec la Hongrie. Donc je connaissais très bien Budapest. Par contre, les régions de Moravie, où se passe une partie du livre, et Bratislava, qui est une partie très importante du livre, pas du tout. En tout cas, vous nous êtes nourri de tout ça. Le personnage jeune s'appelle Simon Ungar. Ce nom, quand on le regarde de plus près, n'est pas anodin. Simon est en tout cas un peu à la croisée des chemins dans sa vie. Il se tourne vers le passé pour essayer de retrouver ses origines. L'enquête est compliquée parce que sa première source, c'est son père. Elle n'est pas très fiable. Voilà, c'est ça, elle n'est pas très fiable. Donc, lui, justement, le père, c'est un géniteur, c'est plus un électron libre. Et pourtant, Simon il est obsédé par cette branche de la famille. Pourquoi ? Parce qu'il lui manque des choses et parce que ce mystère, comme n'importe quel mystère, le rend inquiet d'en savoir plus. Mémoire morcelée, comme vous évoquiez pour vous tout à l'heure ? Oui, et mystère, c'est-à-dire que quand il y a un mystère et quand il y a un suspense, et j'espère qu'il y en a un peu dans le livre, on a envie de savoir, quoi. Et Simon, qui est un personnage pas complètement construit, il lui arrive, il se fait dans la même semaine virer de son boulot et quitté par sa petite amie, qui sont des choses qui construisent un peu normalement. Oui. Déjà son boulot, son couple, bon. Et alors là, il lui en manquait déjà des bouts et plaf, il lui en manque encore plus. Le futur est un petit peu compromis en fait, en tout cas. Et donc il va se pencher sur le passé avec une volonté de devenir comme son père un aventurier, mais il n'est pas très équipé pour. L'autre personnage, c'est une femme qui vieillit au fil du roman. Elle sera le lien direct avec Horn, qui donne son nom au livre. Tout le challenge est de savoir à quel moment, finalement, les deux histoires vont se croiser. Et là, il y a une construction policière, une enquête, des fausses pistes, beaucoup de points de suspension. Vous prenez un peu le parti de vous amuser avec le lecteur ? J'aime bien le faire jouer. Non, oui. J'aime bien le faire jouer. J'aime bien fomenter des choses. J'aime bien penser au lecteur. Quand même, j'aime bien qu'il ait du plaisir. Et c'est ce que permettent les formes larges de romans, même dans leur transformation moderne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va arriver au héros ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux savoir, est-ce qu'elle va tomber dans le piège ? Est-ce que c'est un plaisir partagé, j'imagine, de donner ça au lecteur. Mais il y a des pistes on a l'impression qu'elles ne vont pas aboutir. Enfin, on est un petit peu... un peu perdu. Parmi les pistes, Ilse travaille dans un théâtre. Simon suit les traces d'un auteur. Pourquoi le biais de l'art ? Pourquoi à quoi sert l'art dans votre approche ? À expliquer un certain nombre l'époque C'est censé être l'endroit où les gens s'expriment quand même. L'art, dans une époque communiste où il est très très compliqué de s'exprimer. Le théâtre de l'époque est un théâtre militant avec beaucoup de pièces soviétiques. Et là, il se passe quelque chose d'assez dingue le théâtre est faux mais prétend raconter des choses vraies. Enfin, on s'en sort pas. Et le théâtre est l'endroit c'est un jeu un peu... Et c'est pour ça que ça se prêtait aussi bien à un roman d'espionnage. C'est que pendant la période communiste, tout le monde est à la fois un acteur et un espion. C'est-à-dire qu'on se comporte pas à l'extérieur comme on se comporte chez soi et qu'on est toujours en train de regarder ce que font les autres et à prendre note de leurs faits et gestes. Donc l'art, dans cet endroit, de censure aussi, a un rôle très particulier à jouer et il y a beaucoup de faux-semblants qui peuvent se trouver là. Horn est un personnage atypique, physiquement atypique. Pourquoi c'est une pièce de puzzle ? C'est une pauvre créature, enfin c'est un être qui est quand même décrit comme détruit, difforme, petit, et c'est un bourreau des cœurs. En même temps, ça en sera un pour Ilse. Horn est un rescapé juif hongrois. Un peu comme Philippe aussi, mais... Horn est un rescapé juif hongrois de la Shoah. Et il lui en manque un morceau, et peut-être que le morceau qui lui manque est le morceau qui manque à tout le monde. Et il va très vite, après une histoire d'amour très brève, devenir une mémoire et devenir un fantôme et peut-être
est-ce le même fantôme pour Ilse que pour Simon? Mais justement, là, c'est la dernière question, très rapidement. Vous dites Horn venait la nuit, il vient la nuit pour tirer les pieds des personnages quand ils dorment. C'est un fantôme, justement? Est-ce que c'est un croque-mitaine? Mais ça peut être très charmant, les fantômes. Ouais. Ça peut être doux, les fantômes. C'est les présences. Horn venait la nuit, c'est votre livre, Lola Gruber, paru en France aux éditions Christian Bourgois. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à demain.